à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de 15 heures dont voici les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé un message de condoléances à son homologue du Kenya. Et dans l'actualité nationale, Djibouti en tête du podium de la course du semi-marathon 2024. En nouvelle du monde, cette fois au moins 10 morts dans des feux de forêt qui se sont déclarés en Chili. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce télégramme de solidarité du président Guelleh à son homologue kenyan. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a exprimé sa compassion et solidarité à son homologue kenyan William Ruto. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a écrit le chef de l'État dans un télégramme envoyé à son homologue kenyan. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur compassion et solidarité à la nation sœur kenyane dans l'épreuve difficile de cette tragédie, a noté le président de la République dans le même document. Puisse Dieu épargner le peuple frère kényan de la récidive d'épreuves aussi traumatisantes, a par ailleurs imploré le président Guelleh, réitérant ses condoléances attristées et l'assurance de sa compassion et solidarité à M. William Ruto, rappelant qu'un camion citerne chargé de gaz a explosé hier soir à Nairobi, occasionnant un lourd bilan de victimes, de blessés ainsi que d'importantes destructions matérielles dans des bâtiments et des établissements de commerce. Et justement, au Kenya, l'explosion au gaz a fait de nombreuses victimes, dont 200 blessés. L'incendie s'est déclaré alors lorsqu'un camion transportant du gaz a explosé à Nairobi vers 23 heures heure locale, déclenchant une énorme boule de feu qui s'est largement propagée. Des bâtiments résidentiels, des commerces, des voitures ont été endommagés par l'explosion. Les décès d'un adulte et d'un mineur ont été confirmés. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours, a déclaré le chef de la police. Je vous le disais dans le titre, le secrétariat d'État chargé au sport, en collaboration avec la Fédération d'athlétisme, avec son sponsor Djibouti Telecom, ont organisé la compétition d'athlétisme qui a débuté par les 5000 km, puis le 10 000 et enfin la 23e édition du semi-marathon international de Djibouti. Plusieurs athlètes sont venus, notamment d'Éthiopie, du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie, de la Somalie, pour participer au 21 km du semi-marathon international de Djibouti. Ce semi-marathon a été remporté, rappelons-le, par l'athlète des forces djiboutiennes de l'armée djiboutienne, Mohamed Ismaël Fattah, avec un chrono d'1 heure et 2 minutes, et la deuxième place par l'athlète de la garde-côte Aden Wabari Darar, avec la troisième place est revenue aux Tanzaniens. Le semi-marathon 2024 a été présidé par le secrétariat d'État au sport, dont notamment le secrétaire Hassan Mohamed Kamil, et a vu la participation de la directrice de Dimani, Madame Numa Mahmoud, le commandant de la garde-côte, le colonel Wass Omar Bororé, rappelant que le semi-marathon international est organisé annuellement à Djibouti, et ces derniers temps, les Djiboutiens se retrouvent à la tête sur le podium grâce à leur travail acharné, mais aussi grâce à la bourse qui leur est attribuée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et voici cette fois ces quelques réactions qui ont suivi, dont celle du colonel Wass Omar Bororé.
Marathon international de Djibouti. J'ai profité de cette occasion pour féliciter le ministère des Sports et je voudrais féliciter également tous les organisateurs des fédérations djiboutiennes d'athlétisme ainsi que tous les athlètes qui sont participés activement à cet événement. Deuxième point, je voudrais féliciter chaleureusement les pays amis et des frères qui ont participé activement et qui ont envoyé leurs athlètes ici pour mettre en valeur notre semi-marathon djiboutien. Nous venons d'assister au semi-marathon de Djibouti, dont le sponsor officiel est Djibouti Telecom. Et c'est vraiment un honneur pour nous, Djibouti Telecom, de sponsoriser l'athlétisme. Et c'est la 23e édition. Donc ça fait 23 ans que Djibouti Telecom appuie l'athlétisme de Djibouti. Je félicite vraiment pour l'organisation, la fédération d'athlétisme, le secrétariat d'État. Tout s'est bien déroulé et nous avons 2 gagnants qui sont djiboutiens. Cela démontre que Djibouti a vraiment de l'espoir dans l'athlétisme. Et nous avons eu des flairons en athlétisme et nous avons des jeunes aujourd'hui qui pourront maintenant aussi porter haut le drapeau djiboutien. Et le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est également exprimé. Le 23e semi-international de Djibouti, sponsorisé par Djibouti Telecom, d'ailleurs que je remercie au passage. Notre athlétisme, il se porte aujourd'hui à merveille. Vous avez vu aujourd'hui un parcours de 21 km qui a été remporté haut la main par les Djiboutiens. On pouvait remporter aussi la 3e place, mais sur le sport. Donc je ne vais pas m'attarder sur les paroles. Donc bravo à la fédération, bravo au sponsor Djibouti Telecom, bravo à tous les participants. Alhamdoulilah Rabbil. Et nous allons parler cette fois de cette stratégie nationale de santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, a présidé la cérémonie de clôture de l'atelier sur l'élaboration de la stratégie nationale de santé communautaire pour la période 2024-2028. À noter également la présence des responsables tels que de la représentante de l'UNICEF, du coordinateur du pays, donc Gavi pour Djibouti, Donald Bambara, du directeur santé, nutrition et population de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale et de la responsable des opérations de la Banque mondiale. Conformément au PNDS 2020-2024, objectif premier de cet atelier étant de contribuer à l'amélioration de la santé, du bien-être de la population djiboutienne grâce à l'implication de la mobilisation des communautés engagées et responsables. En effet, considéré comme un levier important dans la marche vers la couverture sanitaire universelle. Bien. On sait que c'est vraiment la santé communautaire, c'est quelque chose d'essentiel et que c'est quelque chose vraiment multisectoriel. On est là pour soutenir cet effort. On vous félicite et on est très content avec le travail qui a été fait depuis 2023. Et voici cette fois 2 interventions, celle du directeur santé et nutrition de la Banque mondiale et du responsable de l'Alliance Gavi, ont tour à tour salué le leadership du ministère de la Santé pour l'organisation de ces assises pour renforcer et améliorer la santé de la population. Vous l'avez dit ce matin, vous l'avez redit plusieurs fois, la communauté est le pilier du système de la santé. Et il est important que nous construisons donc nos approches, nos interventions avec la communauté, pour la communauté. Elles savent mieux que nous donc ce qu'il faut faire et il est important que nous les écoutons et que nous plaçons donc la communauté au cœur de nos approches. L'Alliance Gavi et ses partenaires, donc l'UNICEF, l'OMS, la Banque mondiale et le reste de l'ensemble des partenaires, reste à vos côtés et donc sera à vos côtés pour sa mise en œuvre. De célébrer la clôture de cet atelier portant sur la suite des feuilles de route de la santé communautaire initiée en juin 2023
et dont la politique a été élaborée et validée en juillet 2023 aussi. Nous sommes réunis dans le cadre du développement du plan stratégique et du plan opérationnel qui seront suivis ultérieurement du cadre d'investissement pour les plaidoyers et la mobilisation de fonds NRE et la mise en œuvre de la stratégie de la santé communautaire. Et ça, c'est vraiment, comme on vient de dire, un moment historique parce que ça va nous permettre de suivre nos activités plus sur le terrain. Et comme vous le savez, je parle toujours pour les enfants, pour les femmes, pour la communauté. Et ce qui me touche beaucoup, c'est maintenant un peu plus d'un an que je suis venue ici à Djibouti, c'est comment éteindre, comment avoir des résultats pour les populations les plus reculées de ce beau pays. Et clôturant la série des interventions, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a tout d'abord félicité tous les acteurs pour l'élaboration de cette stratégie nationale de santé communautaire et a évoqué également la mise en application rapide de cette stratégie qui sera déclinée en plan d'action et déployée sur toute l'étendue du territoire national. On écoute le ministre. Vous savez, le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a initié et porte donc ce projet de l'amélioration de la santé au sein de la population. Et pour ce faire, nous avons donc rédigé maintenant, il y a quelques années, le plan national de développement sanitaire, qui va d'ailleurs s'achever l'année prochaine. Et si vous voulez améliorer la santé des populations, vous avez un nœud qui est très important, qui est la santé communautaire. Et donc, je suis très heureux de cette rédaction, de cette stratégie communautaire 2024, donc 2028. Et je l'ai dit à chaque fois, les professionnels de santé ne peuvent pas travailler seuls. Ils ont besoin, s'ils veulent vraiment atteindre tous les cibles, s'ils veulent réussir toutes les interventions, ils doivent travailler avec les différentes communautés. Et l'intervention des communautés est un maillon spécial pour réussir une bonne couverture sanitaire. Les communautés, je l'ai dit tout le temps, il faut savoir que c'est à eux de se prendre en charge. C'est eux qui connaissent leurs problèmes. Il faut juste les accompagner. Il faut juste les encadrer. Les changements de comportement que vous développez ici ne peuvent réussir que si la communauté est impliquée, si les différentes communautés sont au premier plan. C'est pour ça que je voudrais que dans toute initiative, dans toute intervention, dans toute activité, la communauté doit être impliquée. Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé, de la solidarité, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Loufa Ismaël Abdo, a accompagné de ses proches collaborateurs du ministère des Masses et notamment de l'ADDS, ont sillonné durant une semaine toute l'étendue du territoire national pour constater l'état d'avancement des différents programmes sociaux allant de l'élargissement de la couverture des transferts sociaux en passant par l'opérationnalisation de la nouvelle stratégie nationale de la protection sociale en enseignement contributif et du renforcement du capital humain 2023-2027. Et enfin, l'amélioration des outils de lutte contre la pauvreté axée vers l'autonomisation et la sortie de l'assistanat. La Semaine nationale de la solidarité est une semaine de rétrospection qui permet notamment au ministère de voir la pertinence et l'efficacité notamment des nouveaux et différents programmes sociaux effectués durant l'année et de déterminer ainsi le degré de satisfaction des bénéficiaires et notamment les résultats attendus.
Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Dirri, a pris part aux travaux de la 13e session des ministres du Commerce de la ZLECAf du 30 au 31 janvier dernier à Durban, en Afrique du Sud. L'un des sujets phares de ces rencontres fut la forte adhésion des États membres à la participation de l'initiative phare de la ZLECAf à ce jour. Il s'agit de l'initiative du commerce guidé lancée en octobre 2022 avec 7 États partis. On pu notamment enregistrer plus de 100 échanges potentiels dans le cadre des préférences de la ZLECAf pour les marchandises telles que le café, le thé, les carreaux en céramique, les fruits secs, les thés et notamment les viandes transformées. L'initiative du commerce guidé devrait accueillir 18 nouveaux pays en 2024, parmi lesquels le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Tchad, qui bénéficieront de réductions douanières sur plus de 96 produits. Dans le reste de l'actualité, la Poste de Djibouti et l'East African Bank ont signé un accord de partenariat stratégique au siège de la Poste de Djibouti. Cet accord porte sur plusieurs points stratégiques dont la location de sites des agences de l'intérieur du pays de l'East African Bank qui louera 4 sites au sein des agences de la Poste de Djibouti à Tadjoura, Obok, Dikil et Arta. Ces initiatives permettront à l'East African Bank de proposer des services bancaires aux populations des régions de l'intérieur du pays. La Poste de Djibouti et l'East African Bank mettront en place une carte prépayée commune portant le sceau des deux institutions. Cette carte permettra aux clients de réaliser des transactions financières telles que le dépôt de paiement et de transfert d'argent en ligne. Pour sa part, le directeur général de l'East African Bank, M. Ibrahim Rachid Jafar, s'est dit ravi de signer cet accord avec la Poste de Djibouti. Cet accord, a-t-il indiqué, permettra de développer la présence dans la région, dans notamment les régions de l'intérieur du pays, et de proposer des services bancaires innovants aux populations djiboutiennes. Of discussions that has culminated to us. Suivant cette fois cette intervention du directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Maïdal. On reprend un peu les grandes lignes de notre partenariat à venir. Ce partenariat s'articule autour d'agences postales qui vont héberger à la Banque East Africa dans les régions de l'intérieur et dans la capitale. Il s'agit aussi de travailler ensemble dans l'inclusion financière, de prévoir une carte de pré-payment et pour les achats de e-commerce. Donc on fera une carte commune qui sera une Mastercard et qui permettra de faciliter grandement les achats en ligne pour les clients de East Africa, pour les usagers de la Poste et pour toute personne désireuse d'acheter en ligne. Nous comptons aussi travailler dans d'autres domaines comme la microfinance et dans d'autres projets qui sont à venir. Et donc nous sommes très fiers et très heureux ici à la Poste aujourd'hui d'avoir ce partenariat et cette confiance de la part d'une grande banque régionale qui est East Africa Bank. Merci à tous. Et ce dialogue public-privé, un important atelier portant sur le dialogue public-privé ayant pour but d'améliorer le climat des investissements pour l'autonomisation économique des réfugiés et des communautés hôtes. Cet atelier qui s'est clôturé mercredi au Kempinski Palace Hotel a réuni le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, le représentant du HCR, la directrice santé et développement social de l'IGAD, des responsables du secteur privé de la société civile, des diplomates et des organisations internationales. Cet atelier visait à explorer et à promouvoir des initiatives pour améliorer le climat d'investissement en faveur de l'autonomisation économique des communautés hôtes et réfugiées. Dans la stratégie nationale, la prioritisation et l'urbanisation des infrastructures sociales, la documentation des réfugiés et
le développement des compétences. Ces sujets sont les fruits, comme vous le savez, de 2 évaluations préliminaires qui ont été conduites conjointement par l'équipe de l'IGAD, du HICR, de la BAD et également du cabinet de la consultance Tutoa et la communauté de l'Afrique de l'Est. L'exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, il a souligné l'importance de la collaboration entre le secteur public et privé pour créer des solutions durables et inclusives, notamment en intégrant les réfugiés dans les chaînes de valeur économique locales et régionales. C'est un honneur et un privilège pour moi de clôturer cet atelier du programme régional sur l'amélioration du climat d'investissement pour l'autonomisation économique des réfugiés et des communautés d'accueil. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les participants, les modérateurs, les intervenants et les organisateurs pour avoir contribué à la réussite de cet événement crucial. En clôturant cet atelier crucial, je voudrais insister sur les recommandations émanant de ces 2 jours de dialogue constructif. Ces recommandations ne sont pas simplement 2 points à considérer, mais plutôt des jalons concrets qui peuvent transformer l'autonomisation économique des réfugiés et des communautés d'accueil. En mettant en œuvre ces recommandations, nous progresserons vers un climat d'investissement plus favorable à l'autonomisation économique des réfugiés et des communautés d'accueil. Nous sommes tous acteurs de ces changements et notre collaboration continue sera la clé de la réussite. Je vous remercie pour votre engagement et je suis convaincu que les actions résultantes de cet atelier contribueront significativement à l'amélioration de la situation économique des personnes déplacées dans notre région. En conclusion, je tiens à souligner que l'autonomisation économique des réfugiés et des communautés d'accueil est un objectif noble et réalisable. Cela nécessite l'engagement continu de tous les acteurs présents ici. Je vous encourage à mettre en œuvre les recommandations formulées au cours de cet atelier et à travailler ensemble pour créer des conditions propices à un climat d'investissement favorable. Et dans le cadre du mois de l'artiste et des langues maternelles, la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat a organisé un atelier de contes en langue somalie au centre de développement communautaire du quartier 7. Cet événement était donc animé par M. Omar Youssouf, écrivain djiboutien de renom en langue somalie, et a vu la présence de la conseillère technique du ministère des activités de ce mois de l'artiste et des langues maternelles, Mme Madina Saleh, et de la directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat. Cet atelier constitue une étape importante dans la promotion des langues maternelles. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons à Lissabé. Dans le cadre de la lutte de la contrebande et des produits stupéfiants, la brigade de la douane d'Ali-Sabié, en étroite collaboration avec la police et du détachement d'Ali-Sabié, ont arrêté un individu en possession d'une quantité importante de cannabis destiné à la vente. Ensuite, le contrebandier a été arrêté par la police d'Ali-Sabié. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause sera traduite devant la justice pour répondre de ses actes. Cette importante marchandise de drogue composée de sachets de 10 kilos remplis de cannabis de contrebande. Donc, le contrebandier voulait l'acheminer en quantité vers la capitale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. À Gaza, les femmes gazaouis confrontées à un risque élevé de fausses couches. C'est ce qu'a indiqué le ministre palestinien de la Santé, qui a signalé une augmentation de 300% de fausses couches chez les femmes enceintes à Gaza depuis le début du conflit. Le ministre palestinien de la Santé a prévenu
que la vie d'environ 60 000 femmes enceintes est en danger en raison de l'absence de soins de santé dans l'enclave et de la difficulté à atteindre les hôpitaux. Les locaux de handicap international à Gaza City ont été détruits lors d'un bombardement sur le territoire palestinien, a déclaré l'ONG, déplorant n'avoir reçu aucune alerte ou avertissement alors que les coordonnées du bâtiment étaient signalées aux autorités israéliennes. Le bâtiment a été complètement détruit. Et au Chili, cette fois au moins 10 morts dans des feux de forêt qui se sont propagés depuis vendredi 2 février. Hier au Chili, on fait au moins 10 morts. Les incendies menacent des centaines d'habitations et ont entraîné des évacuations forcées dans les régions touristiques de Vina del Mar. Les autorités du Chili ont annoncé hier vendredi craindre un bilan d'une dizaine de morts à la suite de violents feux de forêt qui se sont donc propagés dans le pays. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.